Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver pour un dernier tour de piste de la semaine. Voici les GGMO et le menu du soir. Des vols plus courts et moins chers d'Israël vers l'Asie. C'est ce que permettra cette autorisation historique du sultanat d'Oman. Son espace aérien est désormais ouvert aux compagnies israéliennes. Faut-il voir dans cette annonce un nouveau volet des accords d'Abraham? Ce sera notre débat à la une. L'Europe et Israël doivent armer l'Ukraine, un pays qui s'est engagé dans un travail de mémoire. Tels ont été les propos tenus hier par notre invité Bernard-Henri Lévy. Mais l'avocat Arnaud Klarsfeld n'est pas d'accord avec cette lecture du conflit et de l'histoire. Il nous dira pourquoi dans cette émission. Et puis en Tunisie, le président s'en prend aux migrants subsahariens. L'immigration est selon lui un plan criminel pour changer la démographie de la Tunisie. Le régime est-il négrophobe? Débat en dernière partie d'émission. Et accueillons d'abord avec plaisir nos GGMO du soir. Bonsoir Meir Habib. Bonsoir mon cher Benjamin. Député sortant de la 8e circonscription des Français de l'étranger, avec nous dans notre plateau de Jaffa ce soir. Soyez le bienvenu. Jérémy Simbert, bonsoir. Bonsoir Benjamin. Vous êtes militant bleu-blanc. Je salue en direct avec nous depuis Paris-Morne et à la Psy, militante de la NUPES et inspectrice du travail, qui n'a pas encore obtenu son billet pour Tel Aviv. Mais ne vous inquiétez pas Mornia, vous l'aurez bientôt et on vous retrouvera ici. Et je salue également notre médecin nutritionniste préféré. Bonsoir Jean-Michel Cohen. Alors, qui vous a convaincu hier soir? Qui vous a convaincu? Sur Twitter, vous avez été nombreux à voter, GGMO-24, pour nous dire que, eh bien, il s'agit de Stanislas Rigaud, le porte-parole d'Éric Zemmour, qui vous a le plus convaincu à 61%. Alors, toute la semaine, nous avons ouvert l'émission avec des sujets qui fâchent. Aussi, pour la dernière, je vous propose de débuter par, oui, ça arrive des fois, une bonne nouvelle. Les Israéliens pourront bientôt aller plus vite et pour moins cher en Asie. Comment? Eh bien parce que le sultanat d'Oman a accepté, après moult tractations, d'ouvrir son ciel aérien aux compagnies israéliennes. Regardez cette carte pour mieux comprendre. Jusqu'à présent, pour partir de Tel Aviv, en direction par exemple de Bangkok ou de Singapour, il fallait faire un immense détour, car l'Arabie Saoudite se laissait survoler, mais pas Oman. Désormais, cela se fera en ligne droite. On parle de plus de 2 heures de vol d'économiser. Quelques exemples, pour la Thaïlande, il fallait 11 heures de vol, désormais c'est 8h30 de vol. Un Tel Aviv-Australie, cela mettait 17 heures pour aller en Australie, on passe désormais à 14 heures. Vous imaginez l'économie. Et puis l'Inde, on passe de 7h30 à 5h30 de vol, qui dit vol plus court, dit aussi moins de kérosène, et donc vol aussi moins cher. Eli Cohen, chef de la diplomatie israélienne, parle d'une décision historique à la fois pour l'économie israélienne, mais également pour les voyageurs israéliens. Je voudrais avoir vos réactions aux uns et aux autres à cette bonne nouvelle d'histoire, mais Ravi, parce que ces tractations ne se sont pas faites dans le cadre des accords d'Abraham, mais on sent tout de même qu'Oman suit un petit peu le mouvement des voisins. Je vais vous dire, Benjamin, c'est une très bonne question et c'est une très bonne nouvelle, surtout comme vous l'avez dit. Mais cette nouvelle, elle date pas d'hier, elle date d'avant le début des accords d'Abraham. Rappelez-vous, octobre 2018. Alors que personne ne s'y attendait, Benjamin Netanyahou va et rencontre au sultanat d'Oman, le sultan d'Oman, avec son épouse, pour un voyage surprise, secret, qui a mis sur les rails les accords d'Abraham. Après, il y a eu les accords d'Abraham, c'est 4, 5 pays, peut-être l'Arabie Saoudite. Et aujourd'hui, on revient, c'est au-delà des billets d'avion qui sont une magnifique nouvelle pour tous les Franco-Israéliens, tous les Israéliens tout court, qui vont en Asie, ou en tout cas ou à l'Est. Mais c'est surtout une belle nouvelle pour les accords de paix. Ce pays cherche éperdument la paix. Il y a eu ces magnifiques accords d'Abraham qui ont été signés. Il y en a d'autres qui vont arriver, sans vous tout pouvoir dévoiler, mais pour avoir discuté encore tout récemment avec le Premier ministre Netanyahou qui était à Paris il y a 2 semaines de cela, vous en souvenez, c'est une de ses priorités et aujourd'hui vous avez un signe magnifique, extraordinaire. L'Arabie Saoudite, on sait que ce n'est pas encore dans l'immédiat, c'est dans tous les objectifs. Vous allez être surpris positivement, on en reparlera d'ici quelques semaines, quelques mois peut-être plus, c'est pas dans mes mains. J'espère pour d'autres bonnes nouvelles en tout cas. Très bonnes nouvelles en tout cas. Jérémy Simbert, Benjamin Netanyahou a frappé un grand coup. Bon, on va pas rentrer. Vous n'allez pas faire la fine bouche quand même. C'est Bibi ou c'est pas Bibi. Militant bleu-blanc. Non, mais pour une fois qu'on a. Les accords d'Abraham, c'est Bibi ou c'est pas Bibi? Pour une fois qu'on a une bonne nouvelle et qu'on sera tous les deux d'accord. Voilà. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde. On peut être d'accord sur autre chose, je vous rassure.
Il y avait déjà des contacts bien avant les accords d'Abraham avec d'autres gouvernements, c'était pas seulement Bibi. Bon, Bibi a signé les accords d'Abraham. Vous avez du mal. Vous avez du mal. Non, j'ai pas du mal. Si, mais c'est plus fort que vous. Non, mais reconnaissez. pour revenir sur le sujet, c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Là, on sera d'accord. Bien sûr qu'il y aura encore... je suis sûr qu'il y aura d'autres pays qui vont s'ajouter à la liste, qui vont commencer aussi à ouvrir l'espace aérien, etc. Mais définitivement, une très bonne nouvelle et espérons... ainsi pour la suite. Non, mais quand on pense que certains en Israël sont en train de pousser les gens qui sont en Israël à sortir leur argent, à faire du BDS israélien, c'est en train d'arriver. Aujourd'hui, on voit exactement l'effet inverse et c'est ça qui est important. Et on en est tous très heureux. Vous voulez commencer sur une bonne nouvelle, donc si vous voulez. Mais ça reste une très bonne nouvelle. Ça, c'est un autre sujet. C'est un sujet important qui, malheureusement, nous. C'est peut-être une moins bonne nouvelle, ça, pour le coup. Voilà. Alors, je voudrais avoir les réactions à Paris, parce que Jean-Michel Cohen, on peut s'étonner aussi de cet agenda, parce que l'obtention de cet accord arrive juste au moment où Israël est ardemment critiqué, tant par les diplomaties européennes que par l'allié américain ou par l'ONU, sur sa réforme de la justice et les opérations antiterroristes dans les territoires. C'est presque paradoxal que ça arrive maintenant. Oui, enfin, vous vous souvenez que Golda Meir disait je préfère vos critiques à vos condoléances. C'est un peu la même chose. Ça veut dire que les paroles des diplomates aujourd'hui, elles passent au-dessus de la tête de la sécurité d'Israël et d'Israël tout court. Ce que j'apprécie, c'est la théorie des petits pas, par contre. Ça veut dire, ça, c'est un vrai petit pas. Accepter le survol aérien d'un territoire, ça correspond quand même sur le plan juridique, diplomatique et militaire à quelque chose. Donc, c'est la théorie des petits pas. Alors, je m'amuse de voir s'affronter vos deux invités, Meyer et votre autre invité à propos de Lapid et Netanyahou. Je reconnais que c'est quand même un heureux hasard pour Netanyahou que ça tombe maintenant. Donc c'est quand même un heureux hasard. C'est une bonne nouvelle. On l'encaisse. On va vers la paix peut-être. Bah écoutez, Mornia Lapsi, Oman qui s'ouvre à Israël, est-ce que les Palestiniens doivent le vivre, eux, comme un nouvel abandon ? Je sais pas, je ne suis pas palestinienne, je ne sais pas s'ils vont le vivre comme un nouvel abandon, mais par contre, on peut imaginer aussi qu'il y a une stratégie d'anticipation, c'est-à-dire envisager que ce pas qui est fait par Oman, qui est quand même, je rappelle, le médiateur entre l'Iran et les États-Unis, ça soit aussi une manière de rendre moins clivant les discussions autour de la paix, notamment avec une droite dure au niveau de la coalition. Parce que c'est vrai que, il y avait eu déjà des précédents en 2018. L'Arabie Saoudite, en effet, a autorisé les vols commerciaux. Il n'empêche qu'aujourd'hui, pour Oman, on est encore sur, moi, il me semblait la non-reconnaissance de l'État d'Israël, une position assez dure. Donc je veux dire que stratégiquement, ça peut être aussi, vu le contexte, vu aussi ceux qui gouvernent aujourd'hui en Israël, c'est-à-dire un Netanyahou qui est presque à gauche de sa coalition, une manière de rendre possible peut-être, ou en tout cas de faire une désescalade dans ce contexte qui est très tendu. Alors, vous parlez de ce contexte tendu. C'est quand même avec Netanyahou, finalement. Hein, c'est... Oui, là pour le coup, c'est avec Netanyahou. Ce contexte tendu que vous évoquez, Mornia, parlons-en justement maintenant, parce que les réactions après cette opération antiterroriste menée hier par Israël sont nombreuses. On va rappeler que cette opération a fait 10 morts, des hommes armés qui avaient répondu de façon musclée lors de l'intervention israélienne. Il s'agissait, ces hommes, en grande majorité de membres de la Fosse au Lion, autrement dit un groupe terroriste, qui préparait un attentat. Et je voudrais vous montrer 2 réactions. D'abord celle de l'ambassadrice de la Palestine en France, Ala Abou Assira. Voici ce qu'elle écrit. Israël perpètre un nouveau massacre à Naplouse, 10 Palestiniens assassinés, plus de 100 blessés. Ce terrorisme d'État organisé doit s'arrêter et une protection du peuple palestinien sous occupation militaire doit être garantie en urgence avec #FreePalestine. Voici maintenant la réaction officielle de la France via l'ambassade de France en Israël. Et voici les mots utilisés. Vous voyez là, elle est très longue, je vais vous en dire le passage le plus symptomatique. La France condamne tous les actes de violence commis contre des civils et rappelle une nouvelle fois les obligations qui incombent à Israël en termes de respect des droits internationaux humanitaires, d'usage disproportionné de la force, ça faisait longtemps, et l'impératif de protection des civils dans les territoires palestiniens occupés. Meir Habib, Israël a-t-il utilisé la force de façon disproportionnée dans ce qui est, rappelons-le, parce que la France visiblement ne l'a pas noté, une opération antiterroriste? Je trouve ça lamentable, la déclaration du Quai d'Orsay. Lorsqu'Israël, qui a eu plus de 40 civils tués, lorsque des enfants ont été tués à une station de bus, 2 petits frères,
devant leur père, lorsque, semaine après semaine, des civils sont massacrés, Israël, avec Tsahal, qui est l'armée la plus morale du monde, fait de la prévention. Il y a des bombes humaines qui se cachent, qui sont prêts à agir. Au péril, il n'y a rien de plus facile d'aller bombarder de haut. Les Américains n'ont aucun souci à bombarder au Liban. Les Français, nous, on l'a fait au Mali. Les Russes, j'en parle même pas, etc. On ne prend pas de risque pour les soldats. Israël rentre en plein jour avec ses meilleurs soldats pour faire, entre guillemets, de la chirurgie pour tuer des terroristes qui menacent ces civils. Forcément, il peut y avoir des dommages collatéraux. Manifestement, au-delà des terroristes directement qui ont tiré sur eux, qui ont été neutralisés, et je crois qu'il y a 2-3... Alors, que dit le député français sortant de l'attitude de la France dans cette situation ? Je trouve ça lamentable. On ne peut pas renvoyer dos à dos l'État d'Israël en état de légitime défense et un groupement terroriste. Le Mahmoud Abbas, dont on a parlé, on l'a encensé, paye tous les mois, jusqu'à maintenant. En ce moment, à la fin du mois, le 28 février, toutes les familles des terroristes vont avoir un salaire qui correspond à des très très hauts salaires dans la hiérarchie de l'autorité palestinienne. Comment pour envoyer dos à dos agressés et agresseurs ? Israël n'a pas le droit à la légitime défense. Israël n'a pas le droit d'anticiper des attentats contre ses civils. Il y a un seul État juif, je le dis à chaque fois, et Israël, comme l'a dit le docteur Cohen tout à l'heure, il a cité Golda Meir. Tsahal fera tout pour éviter les dommages collatéraux. Mais alors justement, les mots de la France, vue de Paris, Mornia Lapsi, est-ce que pour vous c'est du terrorisme d'État, comme le dit l'ambassadrice de la Palestine en France, cette opération antiterroriste menée par Israël ? Alors, d'abord, je vais peut-être répondre à la question initiale. C'est mieux. Est-ce qu'on met dos à dos un agresseur et un agressé ? Évidemment que nous n'avons pas tous les mêmes prismes. D'abord, moi, je n'ai pas la certitude, Benjamin, que les 10 personnes qui ont été tuées sont des terroristes. Si j'ai bien compris, cette action militaire, elle fait suite à un militaire de Tsahal qui a été tué il y a quelques semaines. Donc, j'ai vu la liste des personnes qui ont été tuées, qui partent de 63 à 23 ans. Il est fort possible que dans l'histoire, il y avait des gens qui étaient identifiés comme des terroristes par Israël. Mais encore une fois, je le redis ici, quand on est colonisé, quand on n'a pas de droits qui sont les mêmes que la population qui domine, quand on Mais vous esquivez ma question, Mornia. Quand il y a des... Vous esquivez ma question. Je vous demandais, est-ce que pour vous, c'est du terrorisme d'État ? Est-ce que c'est disproportionné ? Oui. Non, alors si c'est d'abord, est-ce que c'est disproportionné ? Il y a un militaire qui a été tué, je regrette, mais mathématiquement, on n'a pas en face. Mais non, tu ne peux pas dire ça. Non, mais attendez, on peut pas. Parce qu'à ce moment-là, j'ai envie de vous dire. Attendez. Laissez-moi terminer. On peut pas annoncer. Attendez, je finis, Meir Habib, et il n'y a pas de souci, vous pourrez, si j'arrive à garder c'est que calme. Non, pas mon calme, c'est surtout mon oreillette. Mais surtout, ce que je veux dire, moi, c'est qu'on va pas réduire à une réponse cette guerre qui dure depuis plusieurs décennies. Il y a une colonisation, il y a un peuple qui se défend comme il peut, il y a... Pour moi, en tout cas, des affirmations, tout le peuple palestinien n'est pas terroriste, des dommages collatéraux. Tuer des enfants dans une station de bus, c'est pas du terrorisme. Qui sont blessés et dire, mais bien sûr, non, mais moi je suis contre de s'attaquer aux civils, qu'on s'entende. Après, alors, quand on est dans une c'est les guerre, gens qui ont été éliminés. C'est entre soldats que ça joue. La fosse au lion sont des gens qui n'ont pas arrêté. Juste pour finir. Mornia, laissez Mornia terminer, qu'on comprenne son raisonnement. Attendez, et juste pour terminer, parce que sinon je vais perdre mon raisonnement. Juste pour terminer, donc d'abord c'est disproportionné, voilà. En plus, on a affaire à une armée qui a quand même une technologie de pointe, qui est en capacité d'envoyer, de cibler, il y a des services secrets qui sont très développés, qui est capable de cibler. Donc on n'a pas besoin, dans un contexte qui est déjà hyper tendu, des années et des années de guerre, on n'a pas besoin de faire ça. Bien sûr, non, mais attends, je suis pas d'accord, pas parce que je suis partisan. Non, il n'y a pas de souci. Je veux dire, j'entends le désaccord. Oui. Et moi, je m'y attendais, vu les personnes qui sont aujourd'hui au pouvoir. Voilà. Mais pour moi, je suis pas d'accord avec Mornia, parce que pour moi, c'est une opération militaire. C'est une opération militaire.
Elle n'est pas cachée, c'est pas des terroristes, c'est une opération militaire qui vise à essayer d'éradiquer des supposés terroristes. Je ne sais pas s'ils le sont ou non, mais des supposés terroristes. Mais tu peux pas affirmer le contraire non plus. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a pris l'habitude, nous, quand Gaza balance des dizaines de roquettes sur Israël, quelle est la réaction internationale? Écoutez, on comprend, vous avez été attaqué, soyez modérés, s'il vous plaît. Respectez, faites des frappes chirurgicales, ne faites rien d'autre. Ça veut dire que Israël est toujours dans l'excès de la morale, l'excès de la vertu. Mais parce que quand on voit le nombre de morts, c'est disproportionné. Cette vertu, elle n'est jamais pratiquée avec les autres pays. Quand en Iran, il y a un déchaînement... Je parle de l'Iran. Mais tu vois les gens s'occuper de l'Iran, de la Syrie, de la Turquie, etc. Non. Israël, c'est l'objet de toutes les reproches. Moi, je n'ai pas de souci. Non, je n'ai pas. Mais là, le sujet, je n'ai pas de souci à parler de l'Iran. Ni toi ni moi, on sait si c'était des civils ou des terroristes. Non, mais ce qui pose problème, c'est que moi, je suis née en France et j'ai cette formation-là. Et ça me semble complètement. Et même pendant une guerre, encore une fois, je suis fille, moi, d'un révolutionnaire qui a été colonisé, qui était en guerre. Oui. Et il y a des choses, si vous voulez, il y a des manières, des processus qui ne correspondent pas. Mornia, ma question n'était pas sur le fond. Mornia, on comprend votre histoire et vous l'avez évoqué dans cette émission. Mornia, s'il vous plaît. Je dis simplement. Non, Mornia, on vous a entendu et on connaît votre histoire. Mais ce soir, ma question n'est pas sur le fond. Mornia, s'il vous plaît. Ma question n'est pas sur le fond de l'opération, elle est sur la perception des autorités françaises. Et les mots choisis par la France. Mais Rabib, vous parliez tout à l'heure des opérations de la France en Mali. C'est vrai, Jérémy Simberg, on ne va pas attendre de la part d'Israël des condamnations d'une opération terroriste de la France au Mali. Non, mais on a l'habitude, on sait, la réaction du Quai d'Orsay, c'est toujours pareil. Mais moi, je voudrais, Mornia, la psy... Donc c'est bien, vous la condamnez, je suis ravi. On est encore d'accord, ça fait 2 points. Je voudrais, quand il s'agit de l'armée, croyez-moi, moi je suis universal, ne vous inquiétez pas. Israël fait tout pour éviter des victimes innocentes. D'accord ? Quand il y a des opérations pareilles, Israël, Tsahal fait tout pour éviter. Mais malheureusement, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Et ça arrive en effet qu'il y ait des innocents qui soient tués, en effet. Et c'est très regrettable. Mais je voudrais quand même revenir sur ce qui s'est passé lors d'une des dernières grandes opérations à Gaza. Il y a cette scène où on voit Tsahal qui prévient un habitant d'un immeuble qui va être bombardé. Et on dit à cet habitant, s'il vous plaît, quittez ce bâtiment parce qu'on va le bombarder. Tous les habitants et des tracts et faites en sorte que tous les habitants de ce bâtiment le quittent, sortent. Quelques minutes après, le bâtiment est bombardé. Alors c'est juste pour dire qu'Israël fait tout ce dont il est possible pour éviter des victimes innocentes. Par contre, quand le Hamas ou le djihad islamiste lance des roquettes sur les villes israéliennes, je peux vous garantir qu'ils ne vont pas se demander est-ce qu'il y a des enfants qui sont présents dans le bâtiment ou tel et tel, je ne sais pas quel habitant israélien. Ils sont encore plus heureux quand il y a des enfants. Voilà. Le but qu'il y ait des enfants. Ils ne font aucune différence et ils lancent leurs roquettes et au plus de morts, au mieux pour eux. Alors, il y a quand même une différence entre une armée qui vraiment essaye de faire le plus attention possible à qui est la cible et un groupe de terroristes qui tire à l'aveugle, qui tire et qui tue. On va poursuivre ce débat avec notre invité du jour et il est en direct avec nous et on peut depuis Paris. Que des terroristes notre sont GGMO du jour. présumés. Bonsoir Arnaud Klarsfeld. Bonsoir Arnaud Klarsfeld. Bonsoir. Alors on vous voit également, on vous entend, tout va bien. Je vous ferai réagir dans un instant aux propos tenus par BHL sur l'Ukraine, mais puisque vous êtes déjà connecté, je voudrais avoir votre réaction également sur la France qui condamne, puisque ce sont ces mots, cette opération antiterroriste menée par Israël et parle de violences commises contre des civils. Comment vous réagissez, vous ? J'ai pas vu la réaction texto du Quai d'Orsay. Est-ce qu'elle condamne par la voix du Quai d'Orsay ? Et quels sont les mots exacts qui sont employés ? Eh ben, c'est l'ambassade de France en Israël. Je vais vous le citer. La France condamne tous les actes de violence commis contre des civils et rappelle une nouvelle fois les obligations qui incombent à Israël. C'est le communiqué. Je ne sais pas le caractère de l'opération. J'ai été 2 ans dans les Magaves. Je suis ami avec un de vos chroniqueurs qui s'appelle Olivier Ravovitch depuis déjà plus de 20 ans. Ce que je sais, c'est que l'armée israélienne s'efforce à la fois moralement et aussi
pour des raisons qui sont des raisons diplomatiques, de ne pas tuer de civils. Et comme vous l'avez rappelé, dans de nombreuses opérations, elle envoie des tracts et chaque mort civile est plutôt, disons, une charge pour elle. D'abord morale, mais même si elle n'était pas morale, elle pèse diplomatiquement. Donc Israël n'a pas intérêt à tuer des civils. Parfois, il peut se passer qu'une opération a lieu pour éliminer un tel leader terroriste et l'armée se dit, il y a des civils, mais bon, nous acceptons le fardeau d'avoir éventuellement à tuer ces civils. Il n'y a pas d'armée morale et tout à fait morale. Ça n'existe pas. Mais je crois que l'armée israélienne, en tous les cas, s'efforce à la fois parce que c'est dans son intérêt et aussi pour des raisons morales, d'éviter les morts civiles, ce qui n'est pas le cas des terroristes palestiniens, puisqu'on le voit bien lorsque des civils en Israël sont tués, les scènes de liesse à Gaza ou en Cisjordanie ou ailleurs en Judée, Samarie. Bien. Voilà. Alors Arnaud Klarsfeld, on a échangé vous et moi hier soir après l'intervention de Bernard-Henri Lévy dans cette même émission. Je lui demandais s'il pensait comme vous que l'Ukraine n'était pas innocente, pour reprendre votre expression, un pays qui glorifie Bandera, collaborateur nazi, génocidaire de juifs en Ukraine. Et voici sa réponse. Mais attendez, j'ai attendu personne pour parler de Bandera. J'ai écrit un livre qui s'appelle « L'esprit du judaïsme » et qui abordait cette question-là. Évidemment que l'Ukraine a été une terre de sang pour les Juifs. Évidemment que le nationalisme ukrainien a pu être criminel, évidemment. Mais évidemment aussi que, contrairement à la Russie, l'Ukraine s'est engagée dans le travail de mémoire et de deuil. Ça, c'est aussi l'évidence. Voilà. Et vous le voyez à Ouman, vous le voyez à Babi Yar. Aujourd'hui, le Babi Yar d'aujourd'hui, où j'ai eu l'honneur d'ailleurs de m'exprimer au moment de l'inauguration du mémorial à la mémoire des 33 000 femmes, enfants et hommes enterrés dans les ravins, l'Ukraine est engagée dans ce travail de mémoire et dans ce travail de deuil depuis maintenant 30 ans. Il a fallu à certains pays bien davantage que 30 ans pour mener ce travail à bien. Bernard-Henri Lévy hier soir dans les GGMO et ce soir Arnaud Klarsfeld, qu'avez-vous envie de lui répondre? L'Ukraine n'a pas fait le travail de deuil comme il le dit? C'est un petit garçon qui parle. Il y a 30 ans, Bandera, qui était un génocidaire, qui a appelé au meurtre des Juifs, était considéré en Ukraine comme un assassin. Aujourd'hui, il est un héros national. Il a la plus grande avenue de Kiev, s'appelle l'avenue Bandera. C'est l'avenue qui mène au site de Babi Yar. Elle fait 5 km de long. La prolongation de cette avenue Bandera s'appelle Tchoukevitch, qui était encore pire que Bandera. Donc, il y a des timbres-poste, il y a des jours fériés en l'honneur de Bandera. Ces personnes sont considérées comme des héros nationaux. Il y a des statues. On les donne en exemple à la jeunesse. Alors ces personnes, le régime ukrainien va vous dire « Oui, mais nous le donnons en héros à la jeunesse parce qu'il a combattu les soviétiques. » Mais alors dans ces conditions, Hitler aussi a combattu les soviétiques. Donc il réhabilite Bandera ce qui est totalement contraire à ce qu'a dit Bernard-Henri Lévy, et il passe sous silence le génocide des Juifs. Certains diront il a tué les Juifs le méritaient, et les autres, la plupart, parce que les Ukrainiens ne sont pas tous antisémites, loin de là, j'ai jamais dit que les Ukrainiens étaient antisémites, j'ai jamais dit que les enfants devaient payer pour la faute de leurs parents, mais c'est vrai que la population ukrainienne, et ça, tout le monde le sait, a contribué massivement, notamment... Pardonnez-moi, je vous coupe la parole un tout petit instant parce qu'il faut qu'on marque une pause. Restez avec nous. Dans un instant, on va poursuivre ce débat ensemble avec vous et avec nos GGMO. À tout de suite.
débats et les échanges tous les soirs de par le monde et les continents. Cela se passe ici, dans les Grandes Gueules Moyen-Orient, avec ce soir Meir Habib, député sortant de la 8e circonscription des Français de l'étranger, Jérémy Simber, militant bleu-blanc, Mornia Lapsi, militante de la NUPES et inspectrice du travail, ainsi que Jean-Michel Cohen, médecin nutritionniste, sont avec nous en direct depuis Paris. Et nous écoutons avec attention Arnaud Klarsfeld, avocat, qui est toujours avec nous et qui voulait réagir après l'intervention hier de Bernard-Henri Lévy concernant l'Ukraine. Et plus précisément, je vous demandais à Arnaud Klarsfeld si l'Ukraine a fait table rase et a fait, entre guillemets, le ménage sur ce passé peu glorieux durant la Seconde Guerre mondiale. Non, tout le monde sait que l'Ukraine n'a pas fait un retour sur son passé, puisque les pires nationalistes qui ont collaboré avec les nazis et massacré des milliers de familles juives sont honorés comme des héros nationaux et ont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des statuts, des jours fériés, des timbres au poste, etc. Et jusqu'à ce que je m'empare du sujet et que j'en parle, personne n'en parlait. Et encore, considérant que l'Ukraine avait été agressée dans une guerre criminelle et inutile par la Russie, par Poutine, puisque Poutine avait déjà la Crimée et une partie du Donbass, je m'étais tu. Mais quand l'Union européenne a dit « nous allons étudier avec bienveillance la candidature de l'Ukraine dans l'Union européenne », là, j'ai commencé à parler parce que je ne veux pas, dans l'Union européenne, d'une Ukraine qui ne fasse pas son retour sur son passé et qui vénère des génocidaires qui ont contribué au massacre de milliers de familles juives. J'ai fait ma bar mitzvah au kibbutz Merom à Golan en 1980. Et dans ce discours que j'ai écrit avec mon père, j'ai promis de défendre le peuple juif, de défendre l'existence de l'État d'Israël et de perpétuer la mémoire de la Shoah. J'ai une colonne vertébrale, vous savez que je m'intéresse à d'autres sujets, mais c'est ma colonne vertébrale. Et c'était mon devoir d'intervenir pour dire que je ne veux pas d'une telle Ukraine dans l'Union européenne, parce que non seulement c'est mal, mais parce que si des gens comme Bandera sont réhabilités, parce qu'ils ont combattu les soviétiques, alors tôt ou tard, on réhabilitera Hitler, parce que Hitler, lui aussi, a vu dans la Russie l'ennemi à abattre. Et on dira pour Hitler la même chose qu'on dit pour Bandera, c'est-à-dire il a tué des juifs, oui, mais c'était des dégâts collatéraux, ou oui, mais c'était ses petits défauts. Alors voilà. Arnaud Klarsfeld. Et une seconde. Et Bernard-Henri Lévy, exprès, efface, il n'en a pas parlé, il a menti, il n'a jamais parlé de Bandera jusqu'à ce que j'en parle. Et encore, il se fait l'avocat de Bandera, puisqu'il a déclaré à la télé que le cas de Bandera est plus complexe que l'on dit, et qu'il a passé la guerre dans les geôles nazis. Il n'a pas passé la guerre dans les geôles nazis, il a été envoyé au camp de Sachsenhausen, près de Berlin, dans la section pour les hautes personnalités, où il a où il était en résidence surveillée, où il a passé 3 ans, et en 1944, quand les nazis ont eu besoin de lui, ils l'ont libéré, pour qu'il lui serve à nouveau pour combattre les soviétiques. Mais alors pour vous, ça dit quoi? C'est que Bernard-Henri Lévy est naïf ou il ignore cette réalité pour défendre l'idée qu'aujourd'hui... Je dis quoi? Bernard-Henri Lévy est naïf? Ou alors pour vous, il utilise cette idée pour défendre l'idée que l'Europe, et il nous l'a même dit hier, même Israël, doit selon lui armer l'Ukraine? Bernard-Henri Lévy est pris de lui-même beaucoup, mais est pris de la cause qu'il veut défendre, mais il essaye de gommer ce qui ne va pas dans son sens, c'est-à-dire que ce n'est pas un philosophe, c'est un propagandiste dans sa cause. Je suis pour défendre l'Ukraine, l'Ukraine a le droit de se défendre contre l'agression russe, mais il ne faut pas cacher la vérité et dire que le cas est plus complexe qu'on le dit. Pour Göring aussi, dans ces conditions, il était un héros de la Première Guerre mondiale. Pourquoi il n'y aurait pas une grande avenue Hermann Göring à Berlin? Alors Arnaud Klarsfeld, je vous remercie ce soir d'être avec nous parce qu'évidemment le sujet fait beaucoup réagir nos Grandes Gueules Moyen-Orient, notamment Jean-Michel Cohen, de vous interpeller.
Oui, moi je suis content d'entendre ça parce que c'est quelque chose que j'avais remarqué aussi. Et cette espèce de romantisme naïf qu'évoque Arnaud à propos des propos de Bernard-Henri Lévy est totalement vrai. Il n'a pas été effacé complètement, le passé de l'Ukraine. Alors bien sûr, comme lui, je ne condamne pas les petits-enfants des meurtres de ses grands-parents, mais enfin il s'est passé beaucoup de choses en Ukraine à la période sinistre qu'on a évoquée. Donc je suis content que quelqu'un réhabilite ça et dise, attendez, pas de faux romantisme, il y a un passé qui est attaché à l'Ukraine, dont on ne s'est pas complètement libéré au travers de ce que vous avez raconté, Arnaud. Après, les deux sujets sont complètement distincts. Ça veut dire accepter la notion de défendre l'Ukraine pour un principe d'autonomie, de liberté, de protection des peuples, de souveraineté, etc. C'est une chose. Et après, ne pas essayer, pour habiller cette aide qu'on apporte à l'Ukraine, d'essayer de dire, bon, finalement, les Ukrainiens, c'est des grands gentils. Mais alors à ce moment-là, Poutine aussi, c'est un grand gentil parce qu'il a participé à la réhabilitation de la grande synagogue de Moscou et c'est grâce à lui qu'elle a revécu. Donc tout ça est un peu, effectivement, c'est de la promotion d'un pays au travers de certaines idées, mais il faut dire la vérité, il ne faut pas raconter du bazar aux gens. Mais on est à la psy, parce que dans ce que dit Bernard-Henri Lévy, c'est aussi simplement, on ne va pas non plus reprocher à toutes les générations ukrainiennes ce qui s'est passé à cette époque, parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être une urgence pour le pays comme pour l'Europe. Bien sûr. Alors, moi, pour le coup, je plus sois totalement à ce que vient de dire Jean-Michel. Alors, pour moi, c'est pas un romantique, hein, Bernard-Henri Lévy, c'est du paternalisme, du mépris. C'est vrai que cette façon quand même de raconter ou de revoir l'histoire, moi je trouve ça assez grave d'ailleurs, hein, puisqu'en effet, hein, l'Ukraine était en mode très participatif, très proactif pendant cet épisode dramatique qu'a été la Shoah. Après, évidemment qu'on n'est pas tributaire quand on est petits enfants de l'histoire de nos arrière-grands-parents. Ça, c'est une chose. Après, il y a plusieurs sujets dans ce qu'évoque Arnaud. Il y a à la fois l'intégration dans l'Europe de l'Ukraine, et ça c'est vrai qu'à un moment donné, mais moi je suis d'accord d'ailleurs pour tous les pays qu'à un moment donné où on jouait un rôle dans cette séquence de l'histoire, je veux dire, on voit en France, il n'y a pas longtemps, on a réhabilité Pétain quand même. Je veux dire, c'est hallucinant. Eh bien moi je suis pour qu'en effet, les pays qui ont participé à un moment donné à des moments lugubres de l'histoire de l'humanité, eh bien, qui fassent leur mea culpa. Ça, c'est une chose. Après, sur l'armement, ce que dit Jean-Michel, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur le principe, un pays qui envahit un autre, enfin, moi, je suis cohérente dans mon discours. Hein, je veux dire, non, on n'est pas d'accord. Voilà. La réalité, c'est que, et moi, je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau, c'est que je pense qu'au début, les pays européens ont été très poussés à aller directement à la guerre. À part peut-être la France, j'ai envie de dire, qui a quand même longuement participé à la discussion et à la négociation. Mais pour le reste des pays européens, poussés certainement par les États-Unis, il y avait quand même une grosse volonté d'aller à la guerre. Alors que certains disaient, attendez, il faut quand même prendre des sanctions, etc. Et j'en finis là. Et la réalité, j'ai envie de dire, c'est que maintenant, le chef de l'état-major des États-Unis, je crois, il y a 3 semaines, a dit de toute façon, la Russie ne se retirera pas. Voilà, donc c'est les États-Unis qui le disent. Donc il faut continuer, dans la mesure où vous avez déjà envoyé des chars à des hommes qui ne sont pas formés en plus, la plupart du temps, il faut continuer, il faut tenir le front jusqu'au printemps. Et ben voilà, il n'y a plus le choix, il faut. Alors, mais ce ne sont pas les mêmes sujets, en effet, qui sont évoqués à mon avis. Mais Yarabi, vous êtes plus proche de la vision de Bernard-Henri Lévy ou de celle d'Arnaud Klarsfeld ? Non, parce que l'Europe, elle perdrait la face, littéralement. Remarquable Arnaud Klarsfeld qui, envers et contre tout, a un raisonnement qui est parfait. Il y a eu 1,5 million qui ont été tués, de Juifs qui ont été tués en Ukraine, principalement beaucoup par des Ukrainiens d'origine de Galicie qui ont composé la sélection SS de Galicie. Ce sont des enfants, lorsque j'étais à Babillard, lorsque 33 000 personnes ont été tuées, aujourd'hui, avec Bandera, Stéphane Bandera est un nazi, quelqu'un qui a collaboré avec eux. On ne peut pas gommer tout ça. Il y a un agresseur, tout le monde le sait. Mais ce que dit aussi, qui n'a pas eu le temps de dire sur votre plateau, Arnaud Klarsfeld, c'est que personne ne parle de négociation, personne ne parle de s'asseoir autour d'une table avec les Russes, les Ukrainiens et d'arrêter cette guerre en sachant qu'il faut des... Parce que Poutine n'a pas envie non plus. Des deux côtés. Mais un jour Poutine n'a pas envie non plus. Écoutez, c'est beaucoup plus complexe que ça.
La Crimée, il y a eu un référendum en Crimée. Je ne suis pas en train de défendre, encore une fois, Poutine, qui est un agresseur dans cette affaire-là. Mais aujourd'hui, de gommer, comme l'a fait Bernard-Henri Lévy, et comme le redit envers et contre tout Arnaud Klarsfeld et la famille Klarsfeld, dont personne n'a des leçons à donner en ce qui concerne la lutte contre les nazis et la mémoire de la Shoah. Aujourd'hui, on est en train de gommer des parts importantes. Demandez au Père des Bois, qui connaît mieux que n'importe qui ce qui s'est passé en Ukraine, ce qu'il en pense. Mais l'histoire de l'Ukraine, c'est une chose, le conflit d'aujourd'hui, c'en est une autre. Mais on ne peut pas encenser Bandera et tous ces nazis. Comme vous l'avez dit, et c'est pour ça qu'on a invité Arnaud Klarsfeld ce soir. Jérémy Silber. Habib, vous l'avez dit, et Daniel Sheikh l'a dit hier soir, après ce que Bernard-Henri Lévy a dit, il y a un agresseur et il y a un agressé. Okay, l'agresseur aujourd'hui, c'est la Russie. D'accord, c'est lui qui agresse. Et cette excuse de vouloir mener une opération pour dénazifier l'Ukraine, mais c'est complètement ridicule comme personne sur ce plateau. Non, d'accord. Il utilise les mots de Poutine, parce que c'est vrai que c'était les mots de la Russie. Pour revenir sur Bernard-Henri Lévy, Monsieur Merabib, il n'a pas gommé l'histoire. On sait très bien ce que l'Ukraine a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, et ce qui s'est passé et ça ne changera jamais. Mais l'Ukraine d'aujourd'hui n'est plus l'Ukraine de ce que c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça a changé. Son président Zelensky est d'ailleurs d'origine juive, et il est toujours juif d'ailleurs. Il y a tellement de soutien de la part. D'abord, il y a du soutien d'Israël aussi envers l'Ukraine. Ça vous le savez, du gouvernement humanitaire, tout le monde soutient l'Ukraine. Je suis pas sûr qu'il faille livrer plus d'armes. Il y a quelques jours, on a eu le ministre des Affaires étrangères qui a rencontré Volodymyr Zelensky, qui a promis aussi encore plus d'aide pour l'Ukraine. Donc, vous voyez, Israël qui aide l'Ukraine, c'est quand même pas pour rien. Si jamais vous parlez de gommer l'histoire... Personne n'est pas pour aider l'Ukraine. Alors pourquoi est-ce que ça pose problème que Bandera, en effet, est un personnage controversé? Mais qu'est-ce que ça change? C'est peut-être pour contextualiser le combat. Ça devient un héros. Merci. Il y a des rues qui sont baptisées à son nom. On célèbre sa mort. Il est beaucoup plus héros qu'il était il y a 30 ans. Merci. C'est pas parfait, c'est sûr. Merci. Je voudrais remercier Arnaud Klarsfeld d'avoir été avec nous ce soir. Vous voyez, Arnaud Klarsfeld, ça n'a pas crié aujourd'hui. Non, ça n'a pas crié. J'aime beaucoup Meir. C'est un bon ami et il défend Israël et il défend la communauté juive depuis longtemps et il le fera encore longtemps. Merci. Il est toujours droit. Merci Arnaud Klarsfeld d'avoir été avec nous ce soir pour répondre à Bernard Lévy, que nous remercions également d'avoir été avec nous hier, ce qui permet de vous donner un large panel de points de vue et de regards, parce que c'est vrai que les mots et les qualificatifs utilisés depuis ces dernières semaines sur ce plateau concernant l'Ukraine méritaient de faire ce petit rappel historique. Une fois n'est pas coutume, nous allons partir en Tunisie pour notre débat diplomatiquement incorrect. La Tunisie qui veut frapper un grand coup contre l'immigration subsaharienne. Le président Sayed appelle à des mesures urgentes contre, je cite, des hordes de migrants clandestins, source de violences et de crimes. Pour lui, cette immigration relève d'une entreprise criminelle pour changer la composition démographique de la Tunisie. Et pour en parler, nous accueillons Calix Begala, qui est en direct avec nous depuis Paris. Bonsoir Calix Begala. Bonsoir. Vous êtes écrivain, président du mouvement des Africains français et du collectif Égalité. Comment voudriez-vous qualifier les mots utilisés par le président tunisien ? Écoutez, je vais m'abstenir d'utiliser des mots comme haineux, raciste, parce que c'est devenu tellement banal que ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse dans le cas présent, c'est que nous avions eu des débats énormes auxquels j'ai participé en tant qu'Africaine sur l'esclavage, par exemple. Et il a été question, pour ceux qui étaient musulmans, que nous n'abordâmes pas la question de l'esclavage arabo-musulman. J'acceptais parce que nous sommes panafricanistes, nous voulons construire les États-Unis d'Afrique. Ces mots qui viennent d'être dits sont des mots d'une violence inouïe. Je dis une fois de plus, si ce n'est pas quelque chose qui relève de la bêtise humaine, de l'ignorance, de l'absurde, parce que nous avions accepté cela parce que nous voulions bâtir une Afrique humaine, humaniste, une Afrique qui n'a pas de couleur de peau, qui n'a pas de notion de race, qui n'a pas de notion de religion. L'Afrique est le continent mère, tout le monde y est chez lui. Et on se rend compte au fil du temps que certains de nos frères africains n'acceptent pas les autres. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans l'état actuel des choses,
les États-Unis d'Afrique ne pourront pas être bâtis et que l'Union africaine, puisque nous étions passés, j'y ai participé, de l'organisation des États africains à l'Union africaine, justement, pour aller vers les États-Unis d'Afrique. Je pense que, en tant que responsable... Cette désunion, elle vient de qui alors? Le régime tunisien est fautif, selon vous? Le régime est plus que fautif. Je veux dire que je suis en train de demander que la Tunisie, pas le peuple tunisien, en tant que représenté par son président, soit exclu pour l'instant, momentanément, des instances africaines, de l'Union africaine, que les équipes tunisiennes ne puissent pas participer aux Jeux, à la CAN par exemple, parce que c'est inouï. Vous vous rendez compte qu'il ne s'agit qu'à peine de 20 000 personnes, 21 000 personnes sur 12 millions d'habitants. Vous voyez la folie planétaire qui habite les humains. Vous vous rendez compte qu'on nous parle de changement. Mais les êtres humains, c'est la nature même de l'humanité, d'être changé. Moi-même, j'ai des enfants et des petits-enfants, j'ai été déjà changé. Si nous ne sommes pas changés, ça veut dire que nous mourrons. Nos enfants ne sont pas à notre image. Et alors Ils pourquoi sont à la fois nous, mais quelqu'un d'autre. Calix Beyala, pourquoi le président tunisien tient un tel langage? Je pense que nous avons loupé un chapitre en tant que panafricanistes. Nous avons loupé un chapitre, c'est-à-dire que nous n'avons pas voulu voir ce qui était réel, puisque plusieurs jeunes étudiants africains en Tunisie m'ont écrit, m'ont téléphoné pour me dire « Madame Beyala, nous souffrons de racisme. Je ne voulais absolument pas y croire pour ne pas mettre en péril l'Union africaine. Mais là, je me rends compte que ce n'est pas faisable. Je pense qu'il y a un rejet de l'autre. Il se pense un autre peuple. Il se pense une autre race alors que la race humaine n'existe pas. Les mots tenus sont d'une telle violence que ça dénote du rejet de l'autre et que l'esclavage arabo-musulman à l'endroit des peuples d'Afrique a vraiment eu lieu et qu'il conviendrait de remettre ce dossier sur la table et je m'arrangerai à ce que cela soit fait. Calix Beyala, je vous remercie d'être avec nous ce soir dans les Grandes Gueules Moyen-Orient parce que ce sujet nous interpelle tant du côté de Paris que du côté de Tel Aviv. Je vais commencer avec Paris. Mornia Lapsi, comment réagissez-vous à ces mots utilisés par le président tunisien qui, rappelons-le, contre cette immigration subsaharienne, parle d'entreprises criminelles pour changer la composition démographique de la Tunisie? Clairement, moi j'utilise des mots qui existent, c'est raciste, si on parle avec l'affect, c'est consternant, c'est une déshumanisation des subsahariens. Voilà, ça c'est pour les qualificatifs. Après, il faut qu'on élargisse un peu les choses, c'est-à-dire que, et attention, qu'on ne croit pas que... Moi, ça ne me choque pas dans le sens où ça fait quelques années qu'au Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie compris, il y a une espèce de montée de racisme à l'endroit des subsahariens qui passent par le Maghreb. C'est une zone de transit. Et du coup, en effet, on a vu un peu la même chose en Algérie, on a vu la même chose au Maroc, avec même des gens qui étaient en situation régulière et qui étaient reconduits d'une manière assez violente à la frontière. Alors ça, c'est quoi? C'est plusieurs choses. C'est d'abord, à mon sens, cette façon décomplexée d'utiliser ces termes qui sont d'une violence inouïe, madame, je vais dans votre sens. C'est aussi parce que le Maghreb observe l'Europe et notamment le grand remplacement, c'est ça. C'est ça le grand remplacement, c'est exactement ça. C'est penser qu'à un moment donné, on va être envahi par les méchants, par des gens qui ne seraient pas humains. Et le problème, c'est que dans toute l'Europe, on a en effet une montée du nationalisme avec des politiques très fortes, très violentes à l'endroit des migrants, qui, je rappelle, quittent leur territoire en grande partie à cause du nord du monde. Parce que polluant, je vais vous montrer, Mornia, je vais vous montrer justement une réaction. Mornia, regardez, dites-moi. Je vais vous faire réagir sur une réaction. C'est celle d'Éric Zemmour. Regardez ce qu'il écrit. Les pays de Maghreb eux-mêmes commencent, dit-il, à sonner l'alarme face au déferlement migratoire. Voilà. Ici, c'est la Tunisie qui veut prendre des mesures urgentes pour protéger son peuple. Qu'attendons-nous, dit Éric Zemmour, pour lutter contre le grand remplacement?
Et ben voilà, en fait, ça caractérise exactement ce que je vous dis, avec une particularité des pays du Maghreb qui sont en train de, à la fois, regarder ces acteurs que sont les Européens, qui sont en train de vraiment se droitiser, voire s'extrémiser vers la droite à l'endroit des migrants. Et puis aussi une particularité, c'est-à-dire que leur propre population sont des migrants et se retrouvent aussi, finalement, rejetés par cette Europe. Et ils s'inspirent, et c'est juste d'une violence inouïe. Et la réalité, alors, c'est que ça fait prendre le problème par le petit bout de la lorgnette. C'est vraiment rien dans ce que vous dites, et je vais avoir... C'est vrai dans ce que vous dites, et je vais avoir la réaction de Jean-Michel Cohen. En fait, les migrants des uns sont les accueillants des autres dans cette histoire. Mais, oui. Oui, mais moi, je ne verrais pas les choses de cette façon-là. Je dirais que j'aimais beaucoup ce que disait Sarkozy pendant les campagnes électorales. Il disait « Celui qui gagne, c'est celui qui sait polariser la campagne sur un sujet qu'il a choisi lui-même et qui va en faire l'objet du débat dont il est, lui, le promoteur et le défenseur. » En fait, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il parle aussi à son peuple. Le président tunisien, il va utiliser une espèce d'argument nationaliste, semi-raciste. Je ne sais pas si c'est vraiment raciste, mais ça le semble quand même. Et il va fixer l'attention de son peuple là-dessus, comme si tous les maux de ce pays étaient autour de cette immigration. Je rappelle quand même que quand on veut stopper une immigration, et à cet égard, Darmanin l'a très bien expliqué, si on se dote des moyens suffisants, on n'y arrive pas à 100%, mais on peut y arriver au moins à 50 ou à 40%. Donc je suis douteux sur le sens profond des paroles de cet homme. Et je pense qu'il s'en sert plutôt, comme disait Chateaubriand, la politique, c'est dire des choses aux gens. Voilà. Alors vous, c'est purement électoraliste. C'est dire des choses aux gens, et je crois que c'est ce qu'il a fait là. Alors vous, c'est électoraliste, mais Rabih Baskeux, c'est purement électoraliste, ou alors est-ce qu'il y a un fond de racisme ? Probablement, oui. Écoutez, ou alors est-ce qu'on peut dire aussi que c'est la gestion migratoire ? Nos parents ont vécu dans des pays arabes, le racisme anti-noir dans les pays arabes du Maghreb, mais pas que, dans les pays du Golfe, existe énormément. Est-ce qu'il est... Alors moi, je suis là, on parle du représentant d'un État. Non, mais je dis simplement. C'est pas la rue, là, c'est le représentant d'un État. Évidemment, mais je dis quand l'Europe entière est montée contre l'Italie à l'époque, lorsqu'il y a eu, hélas, il y a un problème d'immigration dans le monde. Moi, je reviens à la théorie de Jean-Louis Borloo. Aujourd'hui, il faut aider l'Afrique. L'Europe ne pourra jamais accueillir les millions de migrants qui vont droit à moyen terme en Afrique. C'est pour ça qu'il faut électrifier l'Afrique, aider l'Afrique. Il y aura toujours une immigration, mais qui ne peut pas être infinie. Les propos sont tout à fait déplacés, on est bien d'accord. Mais vous savez, c'était Samuel Huntington qui disait que c'est la démographie dicte le destin de l'histoire. Et c'est ça en réalité. On ne peut pas laisser à côté ces questions. Et aujourd'hui, le président tunisien qui a, entre parenthèses, à l'époque, exclu un joueur de tennis israélien parce qu'il était juif, lui, évidemment, c'est électoraliste, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème d'immigration à régler en Europe, en Italie, en France et dans le monde. Alors, Calix Beyala, je vais vous entendre là-dessus parce que vous savez qu'on a posé aujourd'hui la question à nos internautes sur Twitter et sur Instagram. On leur a demandé, est-ce que le régime tunisien est négrophobe ? En utilisant cette expression provocante, mais à dessein, parce qu'elle résume le contexte. C'est un peu du moitié-moitié. Ils disent oui à 57%, non à 43%. Alors, est-ce que pour vous, Calix Beyala, c'est un régime négrophobe ? Ou alors, parce que Meir Habib met de la nuance, mais est-ce qu'il y a aussi une histoire de gestion migratoire à avoir ? Écoutez, je pense que le régime tunisien est négrophobe. Et ça, je le pense profondément parce qu'on oublie de le signaler, le sud tunisien est noir. C'est des Africains noirs qui habitent le sud tunisien. Donc, qu'est-ce qu'il dit, puisqu'on parlait de l'électorat qu'est-ce qu'il dit à ces populations noires qui sont ses concitoyens? Par ailleurs, j'aimerais quand même rappeler quelque chose. La plupart de la migration des immigrants africains, ça se passe à l'intérieur de l'Afrique subsaharienne. Sauf 0,02% d'Africains qui veulent quitter l'Afrique partent ailleurs. En outre, la Tunisie n'est pas le lieu privilégié où les Africains veulent être. Ils transitent, c'est tout. Je pense que si on commence à dire oui, il faut fermer les frontières, on va aider l'Afrique. Aider l'Afrique avec quoi? Vous savez, l'Afrique. En électrifiant l'Afrique, en mettant de l'eau potable, en donnant des budgets, en débloquant l'éducation. On n'a pas besoin d'aide. On a besoin le réchauffement climatique. On n'a pas besoin.
Et le réchauffement On n'a climatique. pas besoin d'aide, on a besoin de liberté, on a besoin Il faut les d'être deux, moins bien sûr. exploités. L'un n'empêche pas On a l'autre. besoin de se développer. Les premiers responsables sont nos dirigeants. Il faut qu'ils prennent le destin de leur peuple en main, car l'Afrique a les moyens, a toutes les richesses du monde et même d'accueillir les autres. Merci. Et je vous garantis, messieurs, que dans les 20 prochaines années, c'est l'Afrique qui sera la terre d'accueil de beaucoup. Merci Kaliz Beyala et j'espère vous retrouver très vite dans cette émission pour continuer à débattre ensemble de ces sujets qui sont à la fois passionnants mais aussi inquiétants et qui font le sel de cette émission. Merci à tous d'avoir été avec nous. Pardon Jérémy Simbert, il faut conclure, mais on se retrouve très vite ensemble. Merci Meir Habib, merci Kaliz Beyala qui était avec nous en direct, merci Morné Alapsi, merci Jean-Michel Cohen. Nous, n'oubliez pas, on se retrouve dimanche pour le grand oral, un grand oral qui s'annonce d'ailleurs très spirituel. Un philosophe et un rabbin. Le philosophe, c'est Michel Onfray, le rabbin, c'est Michael Azoulay. Dieu, le philosophe et le rabbin, c'est le titre de ce livre Dialogue, sorti aux éditions Bouquin. On devait proposer cette émission il y a 3 semaines, mais entre-temps, il y a eu malheureusement un attentat. Donc cette émission, nous la découvrirons ensemble pour votre plus grand plaisir, je l'espère, dimanche soir. Dans un instant, David Neyman et Cyril Amar. À dimanche.